Alors, qui fait de la coloc, fait de la LCD ou est intéressé par la coloc ou la LCD? Waouh, d'accord, super. Donc, aujourd'hui, on va voir ensemble ce thème super intéressant sur les pièges juridiques à éviter en 2020, mais je vais le faire de manière plutôt cool, c'est-à-dire dans le sens où il y aura des textes, mais l'idée, c'est de trouver les solutions et les astuces légales pour pouvoir faire de la coloc et de la LCD. D'accord? Après, pour tous ceux qui veulent les détails de la jurisprudence, les détails des textes, je suis à votre disposition toute la journée pour répondre à votre question. Ça vous va? Wow, super motivé. Je pense qu'on va supprimer la pause déj là, tellement c'est chaud. Alors, qui je suis? Je suis Amel Gajdan. Donc, ça s'écrit Amal, mais on dit Amel. Je vous recommande de prendre une petite photo par rapport à mon site internet, qui est tout en bas, amelgajdan.com, parce que j'ai un petit cadeau à vous offrir pour vous réveiller en plein milieu de la présentation, parce que ça reste quand même du droit, donc ça, quand même, faut vous tenir un petit peu éveillé, ce que je peux comprendre. Et moi, par rapport à mon parcours, je suis une ancienne avocate, mais je suis cool, d'accord? Assurez-vous. Donc, je suis une ancienne avocate au barreau de Paris, je suis aujourd'hui juriste dans une compagnie d'assurance, et ma spécificité, c'est d'investir sur Paris Intramuros. Donc, tout de suite, vous allez me dire, mais c'est pas du tout rentable. Moi, je suis très contente qu'on pense ça, parce que ça me fait moins de concurrence et j'achète des gros problèmes à Paris pour faire des décotes à moins 20, moins 30%. C'est ma spécificité. Je suis en train de diversifier mon patrimoine, mais on va dire que c'est vraiment ma manière de faire de l'investissement immobilier. Et donc, pour le coup, les copropriétés, je connais très bien. J'ai le plaisir et le bonheur d'assister très souvent à des assemblées générales où, la moyenne d'âge est très élevée, où l'ambiance est pas du tout cool et où la moindre chose que je vais faire va être vue comme une atteinte au standing de l'immeuble. Voilà. Donc c'est un petit peu aujourd'hui la problématique de la coloc et de la LCD, mais encore une fois, l'idée, c'est de trouver des solutions, donc de dire les règles, mais de faire du droit pratique applicable à l'investisseur. Ça va toujours? Il n'y a pas besoin d'un distributeur de Doliprane? Ça va? Ok. Donc, là, maintenant, l'idée, c'est vraiment d'aller un peu droit au but, de voir les principaux points qui peuvent nous intéresser en tant qu'investisseurs sur la coloc et sur la LCD. La colocation, donc je vous ai donné le programme pour que vous ayez une visibilité de ce qu'on va voir. Vous inquiétez pas, on ne va pas faire un cours. Voilà. C'est vraiment l'idée de comprendre ce qui va être vu et de comprendre pourquoi on le voit pour que ça puisse vous servir en pratique. Premier exemple. La définition juridique de la coloc. Alors, la définition juridique de la coloc, je vous ai mis le texte, je vous ai mis la définition. Typiquement, à quoi ça sert de connaître la définition de la coloc? Alors, la définition de la colocation, c'est le fait de mettre tout un ensemble immobilier, tout un logement, et que chacune des chambres de la coloc soit constitutive de la résidence principale du colocataire. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, à quoi ça sert? Typiquement, cette règle sert à bien maîtriser la vacance locative de la colocation. Tout à l'heure, on a vu justement l'exemple qui vous a été donné d'avoir une coloc, enfin un appartement, dont une partie de l'appartement était exploitée en coloc et le cash flow était généré par la LCD. Quand on sait que l'ensemble du logement doit être constitué de la résidence principale, cela veut dire que la petite chambre que l'on exploite en LCD, ça se fera forcément par un bail mobilité. Parce que le bail mobilité, c'est un bail qui est une sorte de flou et qui permet de faire de la LCD avec la qualification de résidence principale. Ça va pour tout le monde? Donc voilà, ce n'est pas une astuce, c'est une règle à connaître. Si vous voulez faire combler de la vacance locative en LCD, en colocation, utilisez un bail mobilité pour être dans les clous. Pourquoi être dans les clous? Pourquoi, finalement, moi, j'ai un appartement en coloc, j'ai 3 chambres, j'ai une chambre qui est en vacance locative, pourquoi est-ce que je ne fais pas de la LCD classique? Parce que, en tant qu'ex-avocate, la première chose que l'on fait lorsque un locataire conteste le paiement de son loyer, conteste l'exécution du bail, la première chose que l'on fait en tant qu'avocat, c'est de dire « je prends le contrat de bail, je regarde si la qualification est la bonne ».
Si la qualification n'est pas bonne, monsieur le juge, mon locataire a raison de ne pas payer son loyer. Donc si l'un des colocataires dit, vous voyez cette chambre, mon bailleur, lui, il fait de la LCD comme ça, et c'est pas un bail mobilité, ça veut dire que toute la qualification tombe, et ça veut dire que vos colocataires pourraient avoir le droit de ne pas payer leur loyer. Et les colocataires parlent entre eux. Voilà l'exemple typique de règles, le droit pratique, le droit au service de l'investisseur. Ça va, je vous ai pas trop déprimé? Ça va. Oh, ça va. Des précautions juridiques préalables. Alors, le règlement de copropriété, le fameux règlement de copropriété. Dans l'absolu, en théorie, le règlement de copropriété peut interdire une coloc. C'est très rarement le cas. Je n'ai jamais vu le cas, mais c'est une possibilité du fait de l'évolution de la jurisprudence qui est un petit peu naissante pour la LCD, on y reviendra plus tard, mais il n'y a pas de quoi paniquer parce qu'il faut vraiment des cas de très haut standing haussmannien et généralement, ce n'est pas là qu'on va faire de la coloc. Le règlement de copropriété, il est à vérifier. Pourquoi? Parce que souvent, vous avez cette fameuse clause. Alors, je n'ai pas voulu vous mettre vraiment beaucoup de texte pour justement que ça soit plus sympa, qu'on puisse échanger au final. Mais vous avez typiquement ce genre de clause. Les appartements ne peuvent pas être loués en chambres séparées. Ça vous dit quelque chose, cette clause? Pour le coup, on se demande très souvent, moi, est-ce que je peux faire de la coloc ou pas? Oui, on peut en faire. Mais on peut en faire uniquement par le biais du bail collectif. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, quand on se trouve dans un cas concret où on a ce genre de règlement de copro, il faut impérativement que vous demandiez l'avis de votre notaire. Si votre notaire donc vous donne un avis oral, il faut absolument que vous ayez un écrit pour vous protéger vis-à-vis du syndic. Et si vous tombez sur un notaire, et j'espère qu'il n'y a pas de notaire, j'aime les notaires, mais il y en a qui sont incompétents, voilà. Et vous posez la question, une confirmation à un organisme qui s'appelle le CRIDON. C-R-I-D-O-N, le CRIDON. Le CRIDON, c'est une sorte de bibliothèque dédiée aux notaires. C'est-à-dire que si jamais il y a un doute sur une question juridique, vous dites au notaire, bon écoutez, monsieur le notaire, vous, apparemment, on n'est pas forcément, vous n'êtes pas forcément calé sur le sujet, et ça arrive, hein. Vous avez un notaire en plein été, vous pouvez avoir un remplaçant qui est spécialiste de la succession et qui s'occupe de votre transaction immobilière. Ça arrive. Dans ce cas-là, si vous avez un doute et que vous avez besoin d'être fixé, il faut demander l'avis au CRIDON. Et le CRIDON va vous dire, voilà, monsieur untel, madame untel a posé telle question et on a la confirmation que la colocation est bel et bien possible. Et vous mettez ce document-là en annexe de votre acte authentique. Et ça vous protège. Ça vous protège face aux grincheux qui vont vous dire, mais attendez, là, la colocation, on va avoir des jeunes, on va avoir la fête, on va avoir un petit peu n'importe quoi dans l'immeuble. Eh bien non, mais vous avez l'autorisation. Vous avez quelque chose qui prouve que l'immeuble le permet. D'accord? Donc le bail collectif, on va faire la différence entre le bail collectif et le bail individuel. Et dans ce cas-là, le bail collectif est utile. Vérifiez également le plan local d'urbanisme. Parce que la loi Elan qualifie le bail individuel comme étant une division. Donc, il faut voir si effectivement il y a des restrictions par rapport à la colocation. Est-ce que tout le monde connaît la distinction entre bail individuel et collectif? Ou est-ce qu'il y a besoin de faire une petite précision? Moi, je lève la main. Moi, je veux une précision, moi. OK. Donc, je vais faire un petit schéma. Je dessine très, très mal. Et là, je vous mets un petit tableau comparatif entre le bail individuel et collectif. J'ai mis en rouge les points de vigilance et en vert les points positifs. Le bail collectif, donc je vais appeler BC, c'est le fait, par exemple, d'avoir, je vais donner l'exemple avec 3 chambres en colocation. J'ai une chambre numéro 1, 2 et 3. Et donc, il y aura finalement un seul bail entre le bailleur et l'ensemble des colocataires. Moins d'administration, mais des obligations différentes. Le bail individuel, c'est le fait que l'on ait un colocataire numéro 2, 1, 2 et 3. Et donc, au final, 3 contrats de colocation. Un premier directement avec le numéro 1, puis avec le numéro 2, puis avec le numéro 3. Plus de contraintes administratives, mais pour ma part, c'est ce que je conseille. Beaucoup moins de difficultés pour l'état des lieux, d'entrée, de sortie, etc. Simplement, je vous ai dit au préalable,
que parfois vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé de faire un bail collectif. D'accord ? Moi, j'accompagne des investisseurs qui, très souvent, se précipitent sur le bail collectif, en se disant, dans le bail collectif, tout le monde est tenu au paiement donc, du loyer, et surtout, j'ai une clause que je peux mettre dans le bail collectif et que je ne peux pas mettre dans le bail individuel, c'est la fameuse clause de solidarité. Qui connaît la clause de solidarité ? D'accord, pas mal d'entre vous. Alors, cette clause de solidarité, c'est une clause, alors là, c'est le droit, après, il y a la pratique. Le bail collectif avec clause de solidarité, sur le papier, c'est super, parce que c'est une clause qui va vous permettre de tenir l'ensemble des colocataires solidaires les uns vis-à-vis des autres du paiement du loyer, ce qui veut dire que concrètement, si jamais mon colocataire numéro 1 ne paye pas, j'ai le droit d'aller voir le colocataire numéro 2 ou numéro 3. D'accord ? Dans la théorie, c'est ça. Et en cas de départ, donc, par exemple, si mon colocataire numéro 1 part, pendant 6 mois, tant qu'il n'y a pas de remplaçant, il est tenu du paiement de l'ensemble du loyer vis-à-vis des autres colocataires s'ils ne payent pas. Donc, on se dit, c'est une double garantie. Très franchement, ce bail-là fonctionne en zone super tendue du type Paris. Là où vraiment les gens veulent vraiment louer à tout prix et où ils n'ont pratiquement pas la possibilité de discuter les conditions du bail. Parce que dans la vraie vie d'investisseur, si vous imposez un bail collectif avec une clause de solidarité, bon courage. C'est-à-dire que vous dites « Bienvenue, tu connais personne, mais tu es solidaire des autres ». Voilà, donc c'est un petit peu compliqué de louer dans ces conditions-là. Donc sachez qu'à la pratique, ma préconisation, c'est le bail collectif sans clause de solidarité, si le règlement de copropriété impose donc de faire du bail collectif. Et dans ce cas-là, on se dit, oui, mais quelle méthode j'ai de pouvoir me garantir un minimum mon loyer ? C'est tout simple, vous prenez une caution. Dans le bail collectif, vous avez la possibilité pour chacun d'entre eux de prendre une caution. D'accord ? Et si le PLU le permet, l'autre possibilité qui est très bien aussi, c'est le bail individuel avec la caution simple, parce que ça vous permet vraiment de pouvoir avoir une gestion administrative qui est au final beaucoup plus souple. Si vous avez vraiment des questions pour aller en profondeur sur le sujet du bail individuel et du bail collectif, je reste à votre disposition. Mais vu le temps qui nous est imparti, vu la pause déjeuner qui s'annonce, j'essaye d'aller au plus simple et au plus clair. Est-ce que ça va ? On continue ? Non, je n'ai pas entendu. On continue ? Ah, voilà, merci. Alors, la question de la surface minimale des chambres, ça c'est une question aussi qui est récurrente. Quelle surface je dois mettre en place ? Comment je fais ? Est-ce que je peux optimiser, etc. Je vous ai fait un tableau, donc je vous invite à prendre des photos ici. Puisque, pour faire simple, il y a eu une unification qui a été opérée par la loi Elan et qui prévoit que, aussi bien en bail individuel qu'en bail collectif, il faut mettre en place des chambres avec un minimum de 9 mètres carrés, avec cette subtilité que lorsqu'on est en bail collectif, on peut commencer à mettre 2 personnes sur une surface équivalente à 16 mètres carrés et ensuite 9 mètres carrés supplémentaires. Il y a 2 questions récurrentes à ce sujet. Est-ce que c'est bien 9 mètres carrés et 20 mètres cubes ? Parce que souvent, on entend dire c'est l'un ou l'autre. Les critères de décence, c'est bien 9 mètres carrés et 20 mètres cubes, c'est bien du cumulatif. Il y a eu un décret qui est passé, il y a encore des agents immobiliers que j'adore aussi, mais il y a des agents immobiliers qui sont restés sur l'ancienne, on va dire, réglementation. Et non, on est bien sur du cumulatif. Autre chose, autre question. Est-ce que c'est de la surface habitable ou est-ce que c'est du Carrez ? C'est de la surface habitable. Mais attention, là je fais un peu ma rabat-joie quand même. Sur ce sujet-là, il y a une jurisprudence qui est fluctuante. Ce que je vous conseille, c'est de faire des chambres vraiment de 9 mètres carrés Carrez, de préférence, avec de la vraie surface habitable, pas avec de la salle de bain intégrée. Il y a vraiment une jurisprudence de plus en plus importante sur le sujet de la coloc en ce moment, et ça vous prémunit sur le sujet. Après, maintenant, dans la vraie vie, vous faites ce que vous voulez, et ça s'appelle de la gestion de risque.
D'accord ? L'idée, c'est pas de vous faire peur, c'est pas de vous dire ne faites pas de la coloc. La coloc, c'est un mode d'exploitation qui est génial en termes de rentabilité, mais à chaque fois, c'est de la gestion de risque. Autre question, la question du point d'eau. Alors, je l'ai évoqué ici par rapport à mes slides parce que c'est une question qui est souvent abordée. Est-ce que la loi Elan a mis un petit doute ? Enfin, en tout cas, il y avait une jurisprudence qui mettait le doute. La loi Elan, au contraire, a clarifié le sujet en indiquant, alors en confirmant la jurisprudence, c'est-à-dire qu'il suffit d'un seul point d'eau pour l'ensemble du logement, pour que l'ensemble du logement en coloc soit considéré comme étant décent. Autrement dit, on n'a pas besoin d'avoir un point d'eau par chambre. Parce qu'il y en a qui s'étaient engagés sur un point d'eau par chambre parce que, à ce qui paraît, voilà, la loi impose. Non, la loi maintenant est très claire. Et là, pour le coup, je vous ai mis le texte. Article 8-1-2. Autre sujet super important, pour le coup, la refacturation des charges. La refacturation des charges, c'est un sujet qui est très important, notamment pour ceux qui font de la colocation haut de gamme. C'est-à-dire, l'idée, c'est d'avoir des colocataires qui arrivent avec leur valise et d'avoir tout clé en main. L'électricité, l'électricité, Internet, services de ménage, tout inclus. C'est très bien. Maintenant, il y a le premier sujet, est-ce qu'on peut le faire en provision ou est-ce qu'on peut le faire en forfait de charge ? En colocation, on a une exception. Que ce soit une colocation en nu ou en meublé, on peut faire l'un ou l'autre. La règle est très claire. Ensuite, autre sujet notamment sur la question de la refacturation de l'électricité. Est-ce qu'on a le droit de refacturer l'électricité ? Et je pense que si j'avais touché 1 € à chaque fois qu'on m'avait posé cette question, je pense que je pourrais mettre un bel apport pour faire un prochain investissement. Pour le coup, la réponse est très claire. La réponse est non. Le Code de l'énergie interdit la refacturation d'électricité. Mais il y a une tolérance toute nouvelle depuis 2017 qui dit que, à partir du moment où vous prouvez l'impossibilité de mettre un compteur d'électricité par chambre, ce qui est généralement le cas, dans ce cas-là, vous avez la possibilité de refacturer l'électricité, mais en laissant le choix au locataire de se retirer du contrat de fourniture d'électricité. Là, je vous sens perplexe. Je la refais ? Ok. En fait, c'est une clause hypocrite. D'accord ? La jurisprudence est donc hypocrite et prévoit que, pour pouvoir refacturer l'électricité, il faut donc 2 conditions. La condition de l'impossibilité de mettre un compteur électrique par chambre, donc une impossibilité technique, et le fait de laisser une faculté de rétractation, une faculté de retrait par rapport au contrat de fourniture d'électricité que vous avez pris. C'est une formulation qui est obligatoire de par la jurisprudence, et franchement, si vous tombez sur un colocataire qui vous dit « j'ai au final besoin ou envie de prendre mon propre contrat d'électricité », c'est que vraiment vous êtes tombé sur un chieur. On est d'accord ? En revanche, il y a une erreur que je vois beaucoup sur les contrats de baux. Il y a une manière de mettre ces refacturations d'électricité, de services de ménage ou encore d'Internet. Il faut faire vraiment 3 lignes différentes. Il y a d'un côté le loyer, d'un côté les charges récupérables, donc pour faire simple, généralement les charges de copropriété, et tout ce qui est refacturation d'électricité, bon, je vais mettre de EDF, c'est pas forcément EDF, Internet, etc. C'est vraiment sur une ligne spéciale qui s'appelle ligne de services liés au logement. Ok ? Donc il faut vraiment respecter cette condition-là pour pouvoir ensuite refacturer comme on veut. Comme on veut, dans la mesure où il faut vraiment respecter le principe du forfait ou de la provision. Ça va ? Et pour l'Internet, il y a une précaution à prendre qui est la charte Hadopi. Certains ne connaissent pas la charte Hadopi ? Vous connaissez tous ? Alors la charte Hadopi, c'est une charte que l'on met en annexe du contrat de colocation et qui indique
que le colocataire ne doit pas faire de téléchargement illégal. Alors attention, parce que pour l'Hadopi, légalement, vous êtes propriétaire d'une ligne d'électricité, d'un forfait d'Internet. Vous êtes systématiquement responsable de l'utilisation de cette ligne. La charte Hadopi, ça vous permet d'atténuer votre responsabilité. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de réponse précise. Des fois, ça passe et des fois, ça ne passe pas. C'est sûr que ça ne passera pas si vous n'avez pas cette charte Hadopi, même si vous justifiez d'un contrat de colocation. Ça va? Bon, je continue? Ok. Autre point délicat concernant le pacte de colocation. Et là, j'espère avoir un tonnerre d'applaudissements. Parce que pour ceux d'entre vous qui ont pris en photo mon site internet, sur mon site internet, je vous offre un pacte de colocation. Voilà, merci. Ah, j'ai un petit problème aux chevilles, je pense. Voilà. Donc voilà, un pacte de colocation en bonne et due forme. Ce pacte de colocation, je vais rentrer dans le détail tout de suite. Qu'est-ce qu'on peut y mettre, qu'est-ce qu'on ne peut pas y mettre? J'y mets l'interdiction d'avoir des animaux. Je vais te répondre. Est-ce qu'on a le droit? Je vais te répondre. J'y mets l'interdiction de fumer. Est-ce qu'on a le droit? Non, on n'a pas le droit. Donc ce sont des clauses illégales. Sauf qu'il y a deux types de clauses. Il y a les clauses illégales qui font tomber la nullité de l'acte, et il y a des clauses illégales qui sont des clauses réputées non écrites. Et là, ce sont des clauses réputées non écrites. Ça veut dire que si un jour vous avez un colocataire qui vous dit « Ah mais moi je veux ramener mon chat, vous m'avez mis une clause, vous n'avez pas le droit, d'accord, bon on fait comme si elle n'était plus écrite. » Et en fait, dans la vraie vie, ce type de clause maintient une tranquillité dans la coloc. Parce que je vous garantis, vous ne mettez pas ce genre de clause, demain vous avez l'arche de Noé, et comme par hasard, vous avez toutes les personnes fumeurs du quartier qui arrivent dans votre coloc. Voilà, ça fait partie des deux principaux problèmes pratiques de la coloc. Donc si on veut vraiment faire les choses dans la légalité et vraiment dans le respect du code civil, ne mettez pas cette clause, mais en droit pratique, et ça c'est important pour moi, le droit pratique, si vous avez ce genre de clause, tant que vous n'avez pas de contestation des colocataires, il n'y a pas de souci. Le jour où il y en a une, d'accord, on la raye et ramenez votre chat. Ça vous va? Donc c'est le type de modèle que je vous propose. Et pour le coup, pour qu'un pacte de colocation soit valable juridiquement, il faut, premièrement, qu'il soit signé par le bailleur et par l'ensemble des colocataires. D'accord ? Le pacte de colocation, j'aurais dû commencer par ça d'ailleurs, c'est un acte qui permet de régler, de poser les règles de vie communes d'une colocation. Typiquement, qui va faire les courses, qui va faire la vaisselle, quel est le colocataire responsable. C'est vraiment du pratico-pratique. Ce document, pour avoir une valeur légale, doit être obligatoirement signé par le bailleur et l'ensemble des colocataires. Donc quand il y a un changement, il faut refaire signer par l'ensemble des colocataires. Il faut que ça soit une annexe au bail. Il faut que ça soit vraiment remis à chaque colocataire. Et ce que je recommande en plus, c'est qu'il y ait une visibilité de ce pacte de colocation dans la coloc et que vous le mettez dans votre contrat. Moi, dans mes baux de colocation, je mets pacte de colocation qui est accroché au frigo ou accroché à la porte d'entrée. Et je le mets tel quel dans le contrat de bail. L'idée, c'est de se prémunir, c'est de faire du droit pratique, c'est de se prémunir en disant « les colocataires ne pouvaient pas savoir ». Et du coup, ces règles-là sont intégrées au contrat de bail et sont des règles juridiques auxquelles les colocataires sont tenus. Là, je vous ai mis une petite mention pour ceux qui ne connaissaient pas le pacte de colocation, des éléments importants à y mettre. Tous ces éléments-là sont dans le modèle de pacte de colocation que vous pouvez récupérer sur mon site. Alors pour ceux qui veulent prendre des photos, alors là, on ne va pas s'amuser à prendre les uns après les autres tous les éléments, parce que je pense qu'on est un petit peu cadré par le temps. Alors, comment gérer la taxe d'habitation? Ça, c'est un gros sujet également. Le sujet de la taxe d'habitation, il y a parfois autant de réponses que de centres des impôts.
c'est un gros mystère de l'univers. Donc moi, je vais vous dire ce qui est sûr, ce que vous devez faire, c'est déclarer vos colocataires présents au 1er janvier. C'est très simple. Vous avez une adresse mail sur le site des impôts, vous envoyez un mail et vous dites « telle et telle personne était présente dans mon logement le 1er janvier ». La taxe d'habitation est une taxe qui doit être payée par toute personne en résidence principale et qui était présente dans le logement au 1er janvier. Maintenant, les impôts ont une manière folklorique de parfois récupérer ce qui leur est dû. Donc, la taxe d'habitation est due par les colocataires. Très souvent, moi, ce que je vois, c'est que les impôts envoient un document administratif au colocataire qui est le premier dans l'ordre alphabétique. À charge ensuite pour lui de récupérer les sous auprès des uns et des autres. Waouh! Voilà. D'où l'importance, blague à part, d'anticiper le sujet et de voir avec le colocataire responsable. Et si on nomme un responsable de colocation, ça peut être quelque chose qui peut être anticipé assez rapidement. Pardon ? Alors, c'est une très bonne remarque que tu fais. Alors, c'est une très bonne remarque et je vais répéter ta question pour que tout le monde l'écoute, l'entende, pardon. C'est que, est-ce que finalement, la taxe d'habitation, dont je reviens sur la slide d'avant, est-ce que ça ne dépend pas de la durée d'habitation? Alors, tu as raison de préciser ça, je te remercie de ta question, parce qu'il y a une partie des centres des impôts qui raisonne comme ça. C'est-à-dire que, normalement, juridiquement, celui qui est dans le logement au 1er janvier paye la taxe d'habitation. Simplement, les impôts, lorsqu'ils entendent colocation, ce qu'ils font, c'est qu'ils demandent une grille, un tableau de qui était là, à quel moment, pour faire une répartition. Ça dépend vraiment de centre des impôts. Moi, je t'ai donné la solution légale, mais tu as des centres des impôts qui font comme tu dis. Exactement. Exactement. C'est à toi de fournir les justificatifs à ce moment-là. C'est, excusez-moi du terme, on coupe hein, s'il y a besoin, c'est un vrai bordel. Voilà, donc voilà, sujet de la taxe d'habitation. Sur le sujet de l'assurance du logement que je comptais aborder avec vous, je vais faire un teasing pour Henri qui interviendra après et qui en parlera beaucoup mieux que moi. Et je compte sur toi, Henri, pour dire que j'ai eu une intervention qui était super et qui a déchiré. Tu vois, comme ça, on se renvoie un petit peu l'ascenseur. Donc, l'assurance habitation d'un logement en colocation sera traitée par Henri, beaucoup mieux que moi. Voilà, petit teasing pour mon collègue d'intervention. Ça va, la colocation ? On continue ? Waouh, quel enthousiasme. Est-ce qu'on continue ? Oui. Ah, super. Allez, la LCD. Alors, la LCD, comment préparer une intervention sur le juridique de la LCD quand il y a autant de communes sur la LCD ? Bon, je vais essayer de vulgariser le sujet. Sur la location courte durée, il y a 2 points essentiels à retenir. Le premier point, c'est quelles sont les règles d'urbanisme à respecter. Le deuxième point, c'est qu'est-ce que dit le règlement de copropriété et donc que dit la jurisprudence. Là, je fais un petit point juridique quand même avec un texte qui est la définition du meublé de tourisme. Juridiquement, on parle de meublé de tourisme pour dire location courte durée. Le meublé de tourisme évoque aussi un aspect fiscal de classement, d'accord, que je ne vais pas aborder là. Et ici, quand je parle de meublé de tourisme, c'est bien la définition de la location courte durée, c'est-à-dire de la clientèle de passage. Et donc, ici, on n'a pas de personne dont le bien va être constitutif de la résidence principale, sauf exception avec... Waouh, super, vous avez suivi. Donc, sauf exception avec le bail mobilité. On peut faire donc de la LCD avec un bail de mobilité qui est donc constitutif de la résidence principale. Okay ? Il y a une autre condition que je vous donne et qui n'est pas marquée ici sur la slide, c'est également une condition de durée. C'est le Code du tourisme qui l'impose et c'est une durée maximum de 90 jours. Okay ? Donc la LCD, c'est maximum 90 jours. Ça va ? Sur les règles d'urbanisme, ce que j'ai dit dès le départ, c'est que les règles d'urbanisme, il y a autant de règles d'urbanisme
que de communes. Je suis en train d'investir dans le 92 sur une LCD, il n'y a absolument rien à faire, si ce n'est une déclaration d'enregistrement, qu'on appelle encore déclaration... J'ai un trou de mémoire, oui. Non, pas déclaration préalable. Bon, je vais le retrouver dans les slides. C'est une petite fatigue, on va dire. Pour le coup, si on veut faire exactement la même chose en ce qui concerne une LCD sur Paris, c'est vraiment une autre histoire, d'accord? Donc, ici, je vous ai mis la règle pour toute personne qui souhaite faire une LCD par le biais d'une résidence principale, où là, la durée maximum possible à ce jour est 220 jours. Ce n'est pas quelque chose qui nous intéresse normalement en tant qu'investisseur, mais je le mets quand même. Donc, avec notamment les obligations suivant la catégorie de ville. Catégorie 1, moins de 200 000 habitants. On a une simple information des services fiscaux. Et pour les villes de catégorie 2, on a une demande de numéro d'enregistrement ou encore de déclaration. C'était le terme que je recherchais. Plus, toujours, l'information des services fiscaux. Mais là, a priori, cette hypothèse ne nous intéresse pas puisque nous, on veut faire de l'investissement locatif. Donc, on veut faire de la LCD sur une résidence secondaire. Et lorsque l'on fait de la LCD sur une résidence secondaire, il y a des termes à connaître. Là, je vous ai mis les définitions très détaillées, donc n'hésitez pas à prendre une photographie. Et ces définitions-là, je vais vous les expliquer de vive voix pour que ça soit un peu plus vulgarisé. En fait, en droit français, par rapport aux règles d'urbanisme, le changement d'usage est parfois nécessaire. Donc, vous avez pris des photos, je vais sur la slide d'après. Voilà. Là, le problème se pose, ce n'est pas un problème, le sujet, il y a un sujet. Il y a un sujet lorsqu'on veut faire de la location de courte durée sur des villes de catégorie 2. D'accord ? Donc, ville de catégorie 2, plus de 200 000 habitants, avec les communes de Hauts-de-Seine, etc., Paris, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Bordeaux et Nice. Et là, j'ai mis en rouge les obligations qui sont possibles, mais pas forcément obligatoires. Ce qui peut être une demande complémentaire de l'administration, ça peut être un changement d'usage, voire en plus une surface de compensation, voire également en plus une demande de changement de destination. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est assez simple. En urbanisme, il y a deux usages possibles, soit l'habitation, soit autre que l'habitation. Quand on est dans autre que l'habitation, on est obligé, en matière de LCD pour une résidence secondaire, de faire, selon les villes, un changement autre que de l'habitation, donc un changement d'usage autre que l'habitation. La surface de compensation, c'est le mécanisme qui consiste à dire, notamment sur Paris, mais puisque vous allez priver un bien d'habitation par rapport au marché local, il va falloir prendre de la commercialité. Notamment, à 90%, on peut très bien acheter un bien commercial, mais à 90%, on achète un titre de compensation. Et enfin, le changement d'usage ne suffit pas, parce qu'on a eu d'une part l'habitation et ensuite en dehors de l'habitation. Et en dehors de l'habitation, il faut définir de manière précise la finalité du bien. Donc il faut nécessairement faire, selon les cas, un changement de destination. Je vous ai mis ici une procédure type selon deux hypothèses. Quand on veut faire de la LCD en résidence secondaire, il y a deux hypothèses de base. Soit, au départ, on part d'un local commercial, et c'est le sujet le plus facile. Alors, je vais vraiment aller au plus simple, parce qu'un local qui est commercial, désigné comme tel sur un règlement de copropriété, ne l'est pas forcément dans la réalité. Il faut faire des vérifications là-dessus. Mais bon, si on part d'un local commercial pour faire de la LCD, c'est bien, parce que la LCD, on est d'accord que c'est une activité commerciale. Donc, on n'a pas besoin de changement d'usage, puisqu'on n'est pas sur de l'habitation, on est sur un autre usage. Donc, pas de changement d'usage. En revanche, il y aura la nécessité de faire un changement de destination pour préciser que ça va être fait en prestation hôtelière. La différence en fonction des villes, c'est que pour certaines villes, ça va être un changement de destination qui est nécessaire. Et donc là, on a tout ce qui est administratif derrière, à savoir l'ADP ou le permis de construire.
ou bien, selon les cas, ça va être juste un changement de sous-destination. Ça va? Oui? Alors, là, on parle du sujet de la copro. À ce jour, non. En fait, pour rebondir sur ta question, Florent, est-ce qu'on a besoin de faire d'avoir l'accord de la copro? Donc ça, c'est le deuxième sujet de la copropriété. Sur ce deuxième sujet de la copropriété, donc je vais parler de ma deuxième partie, mais ce n'est pas grave puisque ça coordonne, c'est qu'il y a eu un changement de jurisprudence qui fait qu'au départ, en 2011, on se disait, pour faire de la LCD, il suffit qu'il y ait une profession libérale dans l'immeuble. D'accord ? Changement de jurisprudence en 2013, confirmé encore récemment, pour pouvoir faire de la LCD dans un immeuble en copro, il faut qu'il y ait une activité commerciale dans l'immeuble. Donc il faut qu'il y ait au moins soit tout l'immeuble qui va être un immeuble commercial, soit un immeuble de destination mixte, donc avec de l'habitation et du commercial. Et par rapport à ta question, Florent, je vais y répondre là maintenant, c'est que est-ce qu'on a besoin de l'accord de la copropriété? La réponse est non, mais ça dépend aussi du process de l'urbanisme. Typiquement sur Paris, pour que tu aies ton titre de compensation, il faut que tu aies l'accord de la copro. Il faut que la copro, à un moment donné, soit informée. Donc, pour te donner la réponse précise, aujourd'hui, au moment où je te parle, ça va dépendre du plan local d'urbanisme, en partant du principe que Paris, tout a besoin d'un accord sur Paris. Mais, dans l'absolu, non, sauf que tu as un référé qui est apparu il y a quelques mois et qui te dit, désolé, c'est pas moi qui fais la jurisprudence, qui est apparu il y a quelques mois, mais je vais vous rassurer, c'est que dans un immeuble très bourgeois, en plus c'est même pas à Paris, dans un immeuble très bourgeois avec une destination mixte, il y a un investisseur qui investit en local commercial, vraiment dans les règles, et en fait, la copropriété l'a attaqué en disant « vous faites tellement des affaires avec cette LCD qu'en fait, c'est même plus une destination bourgeoise que l'on a dans l'immeuble. » Ça détériore la destination de l'immeuble. Et là, pour la première fois, on a eu une décision qui a dit eh ben, pour faire de la LCD, il faut l'accord de la copropriété. D'accord. Avant que vous alliez chercher un distributeur de Doliprane ou déprimé, je vous dis tout de suite que cette jurisprudence est extrêmement isolée. C'est vraiment la Cour de cassation est là et c'est la Cour de cassation qui édicte les règles et le référé, c'est vraiment tout en bas. Donc voilà, en référé en première instance, on a un peu toutes les décisions, mais je tenais quand même à vous le dire pour vous faire prendre conscience, vous faire prendre un petit peu la température. Moi, mon conseil très pratique que je vous donne, la LCD, évitez de le faire dans des immeubles à caractère très bourgeois, à très haut standing haussmannien. Évitez, parce que j'habite moi-même dans un immeuble où une clause de règlement de copropriété qui est normalement considérée comme pas valable, l'est dans cet immeuble, parce que c'est un caractère trop bourgeois. Voilà. Ça va ? Là, on parle de la LCD. Alors, je répète ta question et je vais répondre tout de suite à ta question. Merci beaucoup encore pour cette question. Non, il n'y a pas de souci. C'est qu'en fait, la question qui se posait, c'était du coup, quand on veut investir en coloc ou en LCD dans un immeuble en copropriété, il faut se procurer le règlement de copropriété avant d'acheter. La réponse est oui. Simplement, il faut le faire intelligemment. On ne va pas voir le syndic pour demander le règlement de copropriété. Le syndic est toujours méfiant. Il dit « Ouh là là, celle-là, elle demande le règlement de copropriété. Passe par ton notaire qui récupère le règlement de copropriété et voit toujours directement avec ton notaire tes possibilités. Jamais avec ton syndic. Syndic, si tu lui dis coloc ou LCD, c'est fini, dans la plupart des cas. Et autre chose, c'est qu'il y a aussi une astuce, pour le coup, c'est qu'il y a ce que dit le texte et l'état d'esprit de l'immeuble. C'est-à-dire que moi, je vous recommande, mais normalement, c'est le cas de tous vos achats en copropriété, de récupérer les 3 derniers PV d'Assemblée Générale, de regarder ce qui a été voté, mais aussi les questions diverses. Parce que dans les questions diverses, vous avez un petit peu l'état d'esprit de la copro, de voir si ce sont des personnes un peu exigeantes, j'allais dire chiantes, mais exigeantes par rapport à l'immeuble. On peut très bien vous dire,
la colocation de monsieur machin au 3e étage crée des nuisances. Et donc légalement, vous avez le droit de faire de la coloc, mais dans la pratique, vous savez que c'est un sujet. Moi, j'ai été amenée à ne pas acheter dans des immeubles sur lesquels je repérais des assemblées générales ou les copropriétaires avec des discussions en questions diverses sur ces sujets-là. Parce que vous savez que ça va être une source d'embêtement et il y a quelque chose en jurisprudence qui dit que vous pouvez évoquer ce qu'on appelle le trouble anormal du voisinage. Donc, voilà, concrètement, 3 PV d'AG, si vous n'avez aucune mention, si vous n'avez aucune interdiction, vous pouvez y aller, vous avez le droit. Sauf, faites-le préciser par votre notaire pour être sécurisé et pour montrer la copie de l'acte authentique au syndic si vous avez un souci. Et ça calme tout de suite. Ça va? Donc, lorsque on part... Alors, ça c'est déjà une slide que j'ai évoquée. Lorsqu'on va faire de la LCD à partir d'un local d'habitation, la règle va dépendre de la ville dans laquelle vous investissez. D'accord ? Moi, j'ai pris le cas le plus compliqué qui est celui de Paris. Et pourquoi je l'ai fait? Parce que de plus en plus, les villes ont tendance à aller vers une restriction des règles d'urbanisme pour la location courte durée. Moi, je ne vous dis pas ça pour vous décourager, au contraire. Plus les règles vont être exigeantes, moins il va y avoir de la concurrence et plus il y a du business à se faire. Moi, quand je vois ça sur Paris, mais c'est un bonheur. Enfin, un bonheur, on ne va pas exagérer non plus. Quand même pas. Parce qu'il y a quand même un titre de compensation, donc il faut un peu de sous. Mais pour le coup, ce ne sera pas forcément les mêmes sommes dans d'autres villes. À l'extrême, dans l'extrême de l'extrême, lorsque vous partez d'un local d'habitation que vous devez transformer en LCD, donc en local commercial avec prestation hôtelière, vous devez d'abord changer l'usage, parce qu'on est à titre d'habitation. Donc il faut que ça soit sur un autre usage. Et pour le changement d'usage, dans certaines villes, vous allez devoir, au départ, acheter un titre de compensation. Donc payer des sous pour avoir un titre de compensation pour avoir le changement d'usage. Et ensuite, demander dans une deuxième étape un changement de destination. Changement de destination, on va à la mairie, on dit voilà, j'ai changé l'usage de tel local, je veux en faire de la LCD, je veux un changement de destination en prestation hôtelière. Et là, dans ce cas-là, comment vous faites la demande? Soit avec une déclaration préalable, s'il n'y a pas besoin de gros travaux, soit avec un permis de construire, si par exemple vous avez racheté une ancienne boutique d'anciens bureaux et qu'il y a besoin de faire de gros travaux. Et c'est à la fin de la période d'instruction que vous avez un avis de conformité et que vous pouvez ensuite faire le nécessaire pour mettre en place votre LCD. Est-ce que ça va? Je termine, j'en ai vraiment pour 2 minutes sur le règlement de copropriété. Donc je l'ai évoqué tout à l'heure avec la question de Florent. Donc j'ai vraiment simplifié. 2011, à partir du moment où il y avait un médecin, un avocat, bref, une profession libérale, la LCD était autorisée. Ça a totalement changé. Est-ce que j'ai mis l'arrêt? Bon, bah, ça a sauté, probablement. Ça a sauté. Bon, je vous dis, je vous donne l'arrêt. C'est l'arrêt du 8 mars 2018. Cet arrêt vous dit de manière très claire que la LCD est une activité commerciale. D'accord? Et ensuite, je vous mets quelques éléments pour vous blinder par rapport à la LCD. Et si vraiment vous avez des sujets, n'hésitez pas à consulter votre notaire qui doit notamment vous donner les indications. Mais l'un des pièges, on va dire, de la LCD, c'est de se dire, bon ben voilà, moi j'ai la commercialité ou j'ai un changement de destination et ça me suffit. Faites attention à un point notamment, c'est le point de la description du lot dans le règlement de copropriété. Dès que vous ne voyez pas local commercial, eh ben, il faut vous interroger auprès de vos notaires. Voilà. Le fait que ça soit considéré comme un bureau, le bureau, ce n'est pas la même chose qu'un local commercial. Donc, il faut se soucier de ça et demander des précisions à son notaire. Est-ce que la location meublée de courte durée peut être interdite dans le cadre donc d'une copropriété? C'est très difficile. Oui, si on est aujourd'hui sur une clause d'habitation bourgeoise, donc vous savez le genre de clause un peu désuète qui dit qu'on peut vivre dans l'immeuble que si on a des bonnes mœurs. Voilà, c'est ce qu'on appelle les clauses d'habitation bourgeoise.
Ce qu'il faut retenir, c'est que ces clauses-là ne comptent pas tant que vous avez la possibilité de faire une activité commerciale dans l'immeuble. Vous pouvez avoir la clause la plus bourgeoise possible. Si un local commercial est possible dans l'immeuble, vous pouvez faire de la LCD. Sous réserve un petit peu de la petite jurisprudence dont j'ai parlé tout à l'heure pour répondre à Florent. Donc voilà, donc c'est ce que j'explique. Qu'est-ce qu'il se passe lorsqu'il existe une clause bourgeoise? Mais sous réserve de la petite jurisprudence dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui pour l'instant est vraiment isolée, a priori, pas d'inquiétude pour faire de la LCD dès lors que vous avez une destination mixte et que vous avez donc la possibilité de faire un commerce dans l'immeuble. Donc ce que j'ai mis en définitive, c'est-à-dire, c'est exactement la même chose que ce que je vous ai dit. Voilà. Vous êtes en vie? Ça vous a plu? Bon. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne sais pas comment ça se passe du coup. Bah déjà, merci Amel pour toute cette information. Merci. Alors, c'est pas le sujet le plus passionnant, mais je trouve qu'on a passé en revue des sujets qui sont super importants. Et je pense qu'on a répondu à pas mal de questions que les gens se posent depuis pas mal de temps. Et donc, un grand merci encore pour ça, Amel. C'était super complet, super clair. Merci. Sachant que je reste toute la journée, ce qui n'était pas forcément prévu, parce qu'on a déjà commencé à me poser des questions déjà avant mon intervention. Donc si vous avez vraiment des questions, n'hésitez pas, je suis à votre disposition. Il est midi 20, on peut prendre une ou deux questions, vite fait, et puis après on va partir à la pause déjeuner. Est-ce qu'on peut faire passer des micros? Ouais, tu peux te lever s'il te plaît? Tu peux te lever qu'on te voit bien. Je te remercie. Déjà, merci beaucoup pour votre intervention. Merci. La question que j'ai concerne plutôt le changement des règles de copropriété. Oui. Vous nous dites de faire très attention aux règles de copropriété avant d'investir, avant de réaliser notre projet. Mais mettons, soyons dans un cas où on investit, on fait de la LCD, tout était bon, etc. Puis finalement, la copropriété décide qu'elle veut vous expulser de l'immeuble. D'accord? Déjà, comment ça se passe, le changement de règles de copropriété? Combien de temps on a? Et puis, quels sont les recours qu'on pourrait utiliser pour éviter ce genre de choses? Alors, donc je répète la question. On fait de la LCD, tout se passe bien dans une copropriété, et tout d'un coup, il y a un vote qui dit, de l'Assemblée générale des copropriétaires, où on te dit, voilà, c'est plus possible. D'accord? Alors, il faut savoir que légalement, tu as une règle qui te permet de contester les PV d'Assemblée générale, même si tu as la plus petite surface de l'immeuble en copropriété. C'est un délai d'1 mois à compter de la notification du PV d'Assemblée générale. Alors là, je vais faire mon intello. C'est l'article 42 de la loi de 65 sur la copropriété. C'est très important cet article. C'est très important cet article parce que j'y ai eu recours moi. Voilà. C'est-à-dire que je suis arrivée dans un immeuble, on m'a prise pour quelqu'un qui allait carrément faire n'importe quoi dans l'immeuble. J'étais dans mon bon droit, j'ai fait jouer cette clause-là et on n'est pas du tout allé jusqu'au bout de la procédure. Et il faut savoir que tu as la possibilité de faire valoir devant un juge le fait que toi, tu n'as pas beaucoup de tantièmes, tout se passait bien, tu étais autorisé, tu as fait le nécessaire et en fait, c'est ce qu'on appelle un abus de droit, un abus de majorité de l'Assemblée générale qui te crée un préjudice. Le conseil que je te donne, c'est dès le départ d'essayer de rentrer dans le conseil syndical. Ce n'est pas toujours évident. Si tu n'y arrives pas, tu expliques le fait que tu vas contester cette décision et généralement, tu as beaucoup de copropriétés quand même qui réfléchissent avant d'engager les frais d'avocat. Toujours concilier la négociation plutôt que de dire en vertu de l'article 42 machin, donc j'ai le droit, parce que tu ne sais pas comment ça va se passer devant un juge. Donc théoriquement, tu as quelque chose à faire, mais dans la pratique, je te conseille la négociation. Voilà pour cette question. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, bonjour, merci. Bonjour. Juste, moi, c'est la première fois que j'entends parler des titres de compensation. Oui. Vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est, puis si les montants sont importants en général ou... Alors, je vais t'expliquer, je te remercie de ta question. Donc, concernant les titres de compensation, l'exemple de Paris,
où là on est en plein dedans, c'est que tu ne peux pas faire de LCD si tu passes d'un local d'habitation à un local commercial sans acheter de titre de compensation. Ou alors tu es déjà propriétaire d'un local commercial et tu le changes en habitation. Mais généralement, ce n'est pas ce qui se passe. Tu vas avoir un bailleur social, le plus connu s'appelle Soveco, et ce bailleur social va te vendre des titres de compensation. C'est-à-dire concrètement, ton local d'habitation, s'il fait 100 mètres carrés, eh ben, ce bailleur social va te vendre tant de mètres carrés commerciaux pour pouvoir donner l'usage, faire un changement d'usage. Et sur Paris, tu as des zones dans lesquelles tu as 1 000 € du mètre carré et tu en as d'autres où tu es à 3 000 € du mètre carré. Tu as des zones de compensation renforcées. Enfin, vraiment, si on veut aller dans le détail, c'est complexe, mais toutes les réponses sont données normalement quand on a affaire à des personnes compétentes par les services de la mairie, le service de l'urbanisme. Mais voilà, c'est ça le principe du titre de compensation, c'est que tu vas avoir un bailleur social pour lui dire, j'ai un local d'habitation, par exemple, de 100 mètres carrés, vendez-moi des titres, vendez-moi de la compensation, que je vais donc vous acheter, pour avoir le papier qu'il faut pour avoir le changement d'usage. Ouais, on avait la discussion hier avec Amel, parce qu'en fait, la problématique que nous, on a, c'est qu'on se forme. Et on est investisseur, donc on va vraiment chercher dans le détail les informations. Et c'est sur des interventions comme ça où on va avoir un niveau d'information qui va être supérieur le plus souvent avec toutes les personnes, tous les interlocuteurs qu'on aura, y compris dans l'administration, y compris des fois dans les gens qui gèrent les PLU, y compris des fois chez les notaires, agents immobiliers, chez les syndics. Et en fait, c'est ça qui est compliqué pour nous, c'est d'être face à des gens et de leur expliquer en fait leur métier, quoi. En fait, ce qui est compliqué, c'est que tout le monde n'est pas juriste ou avocat. Enfin, on est investisseur. Donc, malheureusement, on est obligé d'avoir des connaissances juridiques. Donc, tout ça, tout ce qu'on se dit dans ce genre d'intervention, l'idée, c'est pas, voilà, apprenez ça par cœur et devenez juriste ou devenez avocat, mais c'est d'avoir des points de réflexe et de vous dire, ah, là, dans ce cas-là, je fais de la LCD en copropriété. Je me souviens, le 22 février, il y a une petite nana pendant la pause déjeuner qui nous a sucré, qui nous a parlé de ça. Il faudrait peut-être que je me rapproche d'un avocat ou de mon notaire pour avoir ce réflexe de creuser le sujet. C'est vraiment d'avoir des bons réflexes, en fait, plus que de connaître par cœur les règles. Parce qu'on ne pourra jamais connaître par cœur les règles. Bon, on va terminer là-dessus. Merci encore, Amel. Merci à tout le monde. Merci. Voilà.